Quand Alstom a été racheté par General Electric, l'américain, en 2014-2015, General Electric avait promis de créer plus de 1000 emplois en France sur les sites de production d'Alstom. Et en réalité, j'allais dire sans surprise, General Electric n'a pas créé un seul emploi, il en a en réalité supprimé plusieurs centaines. Donc il a violé ses obligations, il a été sanctionné, mais très modestement, 50 millions d'euros je crois, c'est-à-dire une paille à l'égard d'une opération financière qui pesait plus de 13 milliards d'euros. Vendredi dernier, Sanofi est entré en négociation exclusive avec le fonds d'investissement américain CDNR pour lui céder 50% d'Opella, sa branche dédiée aux médicaments vendus sans ordonnance où figure notamment le Doliprane. Est-ce vraiment problématique ? Sur le papier, c'est évidemment un scandale de plus, à minima sur le papier. Quel est le risque dans le fond ? Le risque, c'est que cet investisseur américain ait envie de fermer ou de délocaliser les 2 sites de production qu'il y a en France et puis le site de développement. Ça serait problématique parce que cette entreprise, elle a une vocation stratégique qui n'est pas l'entreprise la plus stratégique du monde, il ne faut pas exagérer, mais une dimension stratégique au moins en matière de souveraineté sanitaire. On peut se dire que 3 ans après la crise du Covid et être passé très près d'une pénurie sur le paracétamol, on pourrait en avoir tiré des leçons et éviter, il pourrait être judicieux de ne pas accroître nos dépendances à l'égard de l'étranger. Un enjeu de souveraineté sanitaire, mais aussi un enjeu économique et social. Il y a 1700 emplois sur ces sites de production qui sont en jeu, et ces 1700 emplois, ils font vivre aussi évidemment le tissu économique local, et notamment autour de Lisieux. Donc on a un enjeu à la fois de souveraineté sanitaire et un enjeu économique et social, et qu'il pourrait être de bon ton de vouloir protéger. Cette semaine, le gouvernement a demandé des engagements aux acteurs pour notamment maintenir la production en France du Doliprane, l'approvisionnement du marché intérieur ou encore la préservation de l'emploi. N'est-ce pas rassurant ? Il y a toutes les raisons d'être pessimiste malheureusement sur ces conditions. Parce que dans le passé, ce qu'on a pu observer, c'est qu'elles étaient très rarement respectées, elles étaient même souvent allègrement violées par les investisseurs étrangers. Je vous donne 2 exemples. Quand Alstom a été racheté par General Electric, l'américain, en 2014-2015, General Electric avait promis de créer plus de 1000 emplois en France sur les sites de production d'Alstom. Emmanuel Macron, à l'époque, avait brandi, vous voyez, ce contrat en disant « Regardez, le contrat est signé, General Electric va créer des emplois, il va participer à l'attractivité du pays, à son développement économique. » Et en réalité, j'allais dire sans surprise, General Electric n'a pas créé un seul emploi, il en a en réalité supprimé plusieurs centaines. Donc il a violé ses obligations, il a été sanctionné, mais très modestement, 50 millions d'euros je crois, c'est-à-dire une paille à l'égard d'une opération financière qui pesait plus de 13 milliards d'euros. Deuxième exemple, Nokia, le Finlandais Nokia, qui a racheté Alcatel-Lucent, je crois que c'était en 2016. Là aussi, le Finlandais Nokia avait promis de créer, je crois que c'était 1000 ou 1200 emplois, notamment dans la R&D, et à la place, c'est quasiment autant d'emplois qui ont été supprimés au début de l'année 2020. Les investisseurs sont toujours prompts à faire des promesses, notamment de développement de l'emploi, et en pratique, ils ont beaucoup de mal à les respecter, et nous, on a beaucoup de mal à les sanctionner. Le gouvernement n'est-il donc pas sur une ligne de crête sur ce type de dossier entre la nécessité d'obtenir des garanties et la volonté de ne pas faire fuir les futurs investisseurs ? Il faut se méfier d'un protectionnisme systématique. On a besoin des capitaux étrangers, on a besoin de les attirer dans notre pays. Ils participent évidemment de la croissance de nos entreprises, de notre capacité, vous voyez, à financer nos usines, des plans de développement, de nouvelles technologies, de la R&D. Simplement, il faut être en capacité d'aller distinguer les investissements qui vont nous profiter de ceux qui vont nous appauvrir ou nous asservir. Ici, les conditions qui pourraient être fixées, techniquement, pourraient être de nature à nous rassurer. Mais c'est à Bercy et c'est au pouvoir public de se donner les moyens de les surveiller pour de vrai cette fois-ci. Vous voyez, Bercy, très concrètement, a autorisé 200 investissements étrangers sous condition au cours des 3 dernières années. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, c'est un investissement qui pourrait menacer les intérêts français, mais on a demandé aux investisseurs de s'engager sur le maintien des sites de production, le maintien de la R&D, le maintien du siège social, etc., de ne pas vendre les brevets. Donc il a assorti ces investissements de conditions. Mais aujourd'hui, il doit être en capacité d'aller suivre ces investissements finement, et il n'a pas le budget, il n'y a pas les ressources à Bercy pour faire ce travail. Aux États-Unis, le département qui est en charge de la même chose a un budget qui est 30 fois supérieur à celui du bureau à Bercy. Donc on n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller traquer ces différents investissements et les conditions qu'on leur a accolées. Au fond, pourquoi en est-on arrivé là et dispose-t-on d'outils suffisants pour préserver nos entreprises dans des secteurs jugés stratégiques ? Il y a des armes directes, j'allais dire, qu'on peut utiliser à court terme, donc c'est le dispositif de filtrage des investissements étrangers
et cette capacité à aller imposer des conditions. Ce dispositif existe, il n'est pas parfait, il n'est peut-être pas piloté de façon assez ambitieuse, mais il existe. Cette séquence, elle vient montrer la fragilité un peu structurelle de l'industrie française, parce qu'en réalité, il y a tout un tas d'entreprises françaises qui n'arrivent pas à trouver d'investisseurs français ou européens, et c'est pour ça, souvent, qu'ils se tournent vers des investisseurs étrangers. Il ne faut pas croire qu'il y ait une perversion de nos chefs d'entreprise, ou même parfois de nos pouvoirs publics, à aller chercher à l'étranger des ressources qu'ils trouveraient en France. C'est qu'on ne trouve pas les investisseurs nécessaires en France, et les entreprises sont souvent trop affaiblies pour que les investisseurs français qui existent tout de même s'y intéressent de plus près. Et la racine de cette vulnérabilité, le poids de la fiscalité, le poids des normes, la baisse de la productivité des employés français qui a affaibli considérablement depuis une trentaine d'années le tissu industriel français. Et puis par ailleurs, il faut qu'on puisse avoir un écosystème financier, une industrie financière qui soit en capacité d'aller rivaliser avec les grands investisseurs internationaux et notamment avec les investisseurs américains. Aujourd'hui, notre écosystème de capital développement, vous savez, ces fonds qui investissent dans des entreprises non cotées, et c'est le cas du fonds américain qui se présente ici, qui tape à la porte, si je puis dire, de Sanofi, on n'a pas l'équivalent en France de ces fonds-là. Ils ne sont pas de taille suffisante. Et donc il faut aller muscler notre écosystème financier, qui n'a pas toujours bonne presse en France, mais qui peut être la condition pour garder sur notre territoire un certain nombre d'actifs, parce que si des investisseurs français sont en capacité d'acheter ces actifs-là, le gouvernement français aura une meilleure maîtrise, pourra plus facilement, si nécessaire, leur tordre le bras pour préserver les intérêts français que quand ce sont des investisseurs américains ou étrangers.